Alors écoute, je suis ESSEC et diplômé 2007. J'étais rentré par la prépa. J'étais au lycée Paul Cézanne. C'est où ça? Paul Cézanne, c'est à Aix-en-Provence, je crois que j'étais un des... C'est un petit lycée bien léché que personne ne connaît. Voilà, donc j'étais un peu un outsider parce que je crois qu'il n'y a que 2 personnes dans toute l'histoire de lycée Paul Cézanne qui étaient rentrées à l'ESSEC. Ah ouais? Moi j'avais fait en fait à l'ESSEC un apprentissage. Ah. Et je l'avais fait chez Bain. D'accord. Qui à l'époque on faisait pas trop, mais du coup moi j'avais vraiment besoin de financer mes études. Et je trouvais la formule géniale, donc j'avais commencé chez eux. Après j'avais fait un échange à Trinity College. J'étais parti 6 mois entre mes 2 périodes d'apprentissage. À Dublin, ouais. Tu t'en formes 6 mois pour l'apprentissage? Ouais, 6 mois, 6 mois. C'est génial ça. 6 mois et c'était le feu parce qu'en fait j'avais commencé, donc après ma première année j'avais fait un stage au Crédit du Nord, au tout début en banque de retail. Et donc ma deuxième année a commencé, j'avais signé ce contrat-là, je savais que mes études étaient payées. Tu savais toi en rentrant à l'ESSEC que tu voudrais faire l'apprentissage? Ouais. Et puis après voilà, je suis arrivé chez Bain à Paris, où je faisais, moi j'ai bien aimé parce que c'était déjà en fait tu as l'impression d'être toujours un peu à l'école parce que c'est le tout des boîtes de conseil, mais tu es avec des gens que, enfin toi j'ai eu pas mal d'ESSEC d'ailleurs. Que je vois toujours. C'est un peu la poursuite de l'école de commerce. Ouais, tu as beaucoup de training, c'est très animé, tu fais la fête avec tes collègues souvent. Le boulot est quand même assez intéressant. Et il y a un truc qui était bien, que je trouve bien, très bien chez Bain, c'est vu qu'on a des bureaux partout, c'est très facile de bouger d'un pays à l'autre. Ouais. Et du coup, on a dit ça serait bien de bouger, mais autant faire un truc qui est facile à faire et faisons-le simplement. Donc on a demandé un transfert, moi j'ai demandé les US. Et ils sont venus vers moi avec une longue liste d'options. Et à un moment, ils m'ont dit « Ah mais si tu veux, il y a aussi LA ». Donc du coup, plus à l'oreille ça. Voilà, on s'est dit parti quoi. Donc à la base, j'ai dû signer pour 2 ans. Et puis finalement, au bout d'1 an, on a décidé de rester. Et j'ai oublié dans l'épisode de dire que entre temps, ma copine de l'époque est devenue ma femme. Ah, donc on s'est mariés. Et quand on est arrivé aux US, elle était enceinte de 4 mois. Donc en fait, du coup, on arrive aux US pour 2 ans et on a eu notre premier enfant ici, qui est donc la double nationalité, américain et français. Et depuis 1 an, on en a un deuxième. Donc maintenant, on a 2 enfants, les 2 nés aux US. Ça marche comment quand on est ici, on a la nationalité? Aux US, c'est le droit du sol. Au début, c'était censé être 2 ans, et puis tu vois, c'est un lifestyle très différent ici. Que tu apprécies? On adore. Déjà, on est très souvent dehors. Quand tu as des enfants, c'est super parce que justement, tu vas à la plage. Nous, on habite dans une maison avec un jardin. Du coup, tu en profites vachement. Alors qu'à Paris, moi j'adore Paris, je trouve ça génial. C'est juste que c'est plus difficile avec des enfants, il fait froid, tu prends le métro. Donc, et puis, ça c'est l'aspect lifestyle, mais au-delà de ça, c'est... moi déjà, j'étais vraiment nul en anglais, quoi, vraiment. C'était une des raisons que j'avais partir, c'est bon à un moment donné. J'avais grandi à Aix-en-Provence, mes parents parlent que français. Je suis parti la première fois à l'étranger, j'avais 18 ans je crois. Et après je me suis rattrapé, mais c'était important pour moi d'être un peu, de me développer là-dessus. Mais donc du coup moi je bosse beaucoup dans le retail, mais beaucoup dans la partie, je fais beaucoup de restauration. Et beaucoup de stratégies de comment ils font autour du digital pour développer des apps, etc. Et c'est très innovant, ça bouge beaucoup. Donc à ce niveau-là aussi, niveau business, c'est bien parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Du coup, la mobilité, donc tu disais, chez Bain, c'est assez facile. Ouais. Donc il y a énormément d'ESSEC qui se dirigent vers le conseil en stratégie après. Même globalement dans les autres cabinets, tu sais que c'est quelque chose qui est assez simple. Le cabinet de taille mondiale, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Ouais, et c'est même encouragé. Moi, j'ai fait 2 transferts. Je reconnais qu'on fait plus que moi. C'est facilité parce qu'ils veulent justement que les gens passent d'un bureau à l'autre, apprennent ce qu'il y a du bon à prendre de chacun des bureaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions aussi maintenant où on voit que il faut que tu te développes un network mondial. Bon, moi, le métier ce sur quoi je me spécialise, qui est tout ce qui est partie justement retail et plus particulièrement hôtellerie et restauration. Ce que je fais, ça sert aussi à des collègues à Paris, mais aussi à Hong Kong. Ouais. Donc on se parle, et c'est vrai que une fois que tu commences à les connaître, tu te dis en fait c'est une vue, il faut avoir la vue globale quoi. Si la vue juste parisienne, elle est pas bonne, ou en tout cas elle est pas complète quoi. Ouais. Donc c'est bien, c'est que il t'aide
à partager les expériences. On dit souvent aussi que c'est très sympa donc, de commencer sa carrière dans un cabinet de conseil en stratégie. Il y a ce côté école, on apprend plein de choses. La plupart des gens, globalement, partent du cabinet après les premiers grades. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait que toi, vraiment, t'es resté plus qu'un autre? Écoute, moi, en fait, j'ai souvent regardé ailleurs, comme tout le monde à peu près, au bout de 2-3 ans. Et le problème que je trouvais, c'est que, et même aux gens qui étaient partis, je trouvais qu'ils étaient tous partis en pensant que l'herbe était plus verte ailleurs, mais il y en avait peu qui avaient trouvé des choses vraiment bien. Et je vais dire qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est ce qui m'a fait rester, c'est aussi une paire de chance. J'ai été amené à travailler avec des gens qui ont été même personnellement des gens qui comptent pour moi. Et donc, si tu veux, j'ai eu parfois des missions pénibles, mais qui n'ont jamais duré trop longtemps. Donc, à chaque fois que j'étais un peu fatigué du métier ou j'avais un peu envie de partir, j'avais une seconde chance avec quelqu'un qui me disait c'est génial et qui me tirait vers le haut. Donc, je pense que les relations personnelles jouent énormément. Et puis bon, j'ai bougé en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait, tu vois, j'ai fait le bureau de Paris, j'ai fait le bureau de Londres et le bureau de LA. Et à chaque fois, c'était un nouveau challenge parce que le bureau de LA, quand je suis arrivé, je parlais vraiment pas très bien anglais. Enfin, je me trouvais faible. C'était les secteurs d'activité, j'ai travaillé beaucoup dans la musique ici aussi. C'est des secteurs d'activité qui sont inconnus, tout ce qui est médias, musique, entertainment, très développé à LA. Donc j'avais l'impression de faire limite un autre métier. Et c'est d'autres types de raisonnements. Je faisais beaucoup de private equity à Paris. Ici, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient pour des boîtes publiques ou voire des plus petites boîtes qui étaient en forte croissance. Ou des secteurs d'activité que j'avais jamais, que j'ignorais complètement. Donc moi je pense que ce qui a joué, c'est que je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ce métier-là toute ma vie au sein de la même structure, dans la même ville. Mais vu que j'ai beaucoup bougé, que j'ai fait des secteurs d'activité différents, ça s'est beaucoup renouvelé. Tu disais donc les métiers, même si ça reste du conseil en stratégie, c'est assez différent entre le bureau de Paleri et Los Angeles. Est-ce que c'est vraiment des qualités complètement différentes? Non, parce que, mais tu vois, les qualités, je pense pour le conseil, en fait ça reste assez simple. Il faut arriver à avoir l'esprit de synthèse et apporter un peu de la structure à des problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis quelqu'un a un problème qui paraît complexe et arriver à l'articuler de manière à pouvoir le résoudre. Et ça peut, c'est une manière de penser où tu essaies de résoudre les problèmes de manière un petit peu systématique avec une approche qui marche bien, etc. C'est un truc qui s'applique à plein de domaines. Donc c'est une manière de penser, quoi. Et je pense que c'est une manière utile et que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui après le conseil partent dans d'autres boîtes et ça marche très bien pour eux parce qu'il y a ça. Je suis pas sûr que dans 10 ans le conseil aura besoin d'analystes. D'accord, ce sera plutôt un job plutôt senior. Ouais, parce qu'en fait il y a plein de choses, tu vois, tu vois, les métiers de conseil intègrent de la technologie dans ce qu'on fait. Donc maintenant on a des partenaires qui arrivent à avoir de la data sur quasiment tout, genre, surtout aux US où c'est public. Par exemple, typiquement, rien que nous on peut acheter des data de credit card pour savoir comment les gens consommaient, où ce qu'ils ont acheté, de quoi, faire des études, tu vois, les share of wallet analysis, que tu peux faire le conseil avant par des études qui coûtent très cher, qui prennent 3 semaines, où tu demandes aux gens combien tu as dépensé sur tel truc, où est-ce que tu as dépensé, pourquoi, etc. Le truc infernal. Maintenant, je pense que je fais 2 calls, je te l'ai dans 48 heures. Tu vois, tu prends tous les recrutements, on prend des gens avec des PhD en Advanced Analytics, des ingénieurs, des gens de Google, etc. Et Bain n'est pas le seul à le faire. Si tu prends BCG, ils ont racheté énormément de boîtes dans le digital, McKinsey pareil, ce qui fait que je pense que dans la vision du conseil dans 10 ans, je ne sais pas si ce sera il y a un manager avec 4 consultants, dont 2 juniors, 2 seniors. Pour un peu, ce sera j'ai un designer, un architecte, un data scientist et un manager. Ok. Concrètement, ça ressemble à quoi une journée pour toi chez Bain, par exemple, là demain ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est plus de la stratégie? Est-ce que c'est plus du management au quotidien? Bonne question. Écoute, je pense déjà que moi ça a complètement évolué depuis quand tu commences et aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Quand tu commences, tu fais beaucoup d'analyses en fait. Beaucoup d'analyses et de production de slides en fait. Typiquement c'est ça. Tu prépares les réunions et plus tu avances, plus en fait tu les fais et c'est beaucoup plus de management de clients et beaucoup moins en production. Moi maintenant, je fais très peu de slides, à part peut-être j'aide, mais je le fais pas. Par contre, je passe énormément de temps à networker, mais à parler à des clients, à essayer de vendre des sujets aussi. C'est la partie commerciale qui, par exemple, typiquement, tu me demandes ma journée de demain.
Journée de demain, j'ai un rendez-vous le matin avec plusieurs partenaires parce qu'on doit remettre une propale pour un des plus grands groupes aux US de QSR, c'est Quick Service Restaurant, donc c'est dans Mexican food. Et on a rendez-vous demain matin et on finit le pitch, on se met d'accord sur le prix. Donc c'est une discussion où en fait on va se dire est-ce que tu crois que là-dessus ça va être trop cher? Est-ce qu'il ne faut pas réduire d'une semaine? Est-ce qu'il faut rajouter 2? Est-ce que c'est gérable pour les équipes? Comment tu le stafferais? Est-ce qu'on peut le servir? Enfin des sujets comme ça. Donc en fait, complètement un sujet interne mais commercial. Ensuite, j'ai 1 heure avec mon équipe qui bosse en ce moment dans les restos où on se met d'accord sur le scope qu'il faut faire pour le prochain mois. Donc on a revendu un truc et on doit juste se dire, bon ben voilà, les grandes priorités et tout, donc j'ai 1 heure avec eux. Ensuite, j'ai un avion pour Boston, parce que je dois être pour demain avec, j'ai un workshop avec 2 clients qui veulent parler de la stratégie d'une boîte. Ils ont demandé 4 heures de notre temps pour animer une discussion. Et ils nous ont demandé une seule chose, de donner avec aucune slide. On ne veut pas de slide. Arrêtez ça. Et ils veulent plus ça. Donc on arrive, ils veulent une discussion. Donc on arrive par contre avec il faut se préparer sur les sujets et des idées. On n'arrive pas complètement sans rien. Ça peut paraître dans tous les sens, mais on a des idées pour cadrer la discussion. Donc ça c'est 4 heures à Boston et après je reviens le lendemain à LA. Je pense que maintenant on va essayer de passer un peu à ta vie perso. Est-ce que tu as des loisirs ici? C'est quoi tes passe-temps favoris à Los Angeles? Écoute, moi je cours beaucoup, je cours exactement là où on est, donc ça j'en fais beaucoup. J'ai couvert plusieurs fois par semaine. Donc ça me prend mal de temps. Je surfe pas assez, mais j'aimerais plus surfer. Mais quand je surfe, je vais juste au bout du pier. Tu verras, c'est au bout de Washington Avenue. Non, et après, ce que je fais, déjà maintenant que j'ai 2 enfants, je passe beaucoup de temps avec eux. Donc ça me prend pas mal de temps. Ce que j'aime faire aussi, c'est l'hiver aller au ski. Et en fait, d'ici, c'est très rapide. Les premières stations de ski, c'est 1h30. Incroyable. Ouais. Donc ça c'est bien, il y a une station de ski qui est super qui s'appelle Mammoth, c'est vers San Francisco. Ouais. Donc c'est 4h30 de route, mais en fait tu pars le vendredi genre vers midi, généralement tu peux faire ça et tu fais un week-end. Ouais. Et c'est généralement il y a toujours plein de neige, donc ça j'essaie de le faire souvent. C'est des assos toi d'ailleurs à l'essaye? Ouais, j'avais fait quelques... j'étais pas hyper impliqué, j'ai des soutiens des listes etc. Mais en fait moi j'étais en coloc, j'étais à la RES au début. Donc je me suis fait un groupe de potes que j'ai toujours. D'ailleurs, tu vois, j'ai toujours une groupe de la RES. Et ouais, j'avais fait la RES, donc j'étais tout le temps. C'était vraiment en permanence, j'étais avec tous les gens. Sinon, j'avais fait partie du ski club, moi. Je faisais pas mal de ski à l'époque. Et en fait, je faisais tellement de trucs à côté avec l'apprentissage, etc., que j'avais pas beaucoup de temps à donner aux assos. Donc je participais, mais j'étais pas hyper impliqué. Je faisais pas genre. J'étais très impliqué dans la vie. Sociale, tout ce qui était soirée, le foils et tout, j'ai passé beaucoup de temps. Mais par contre, je n'étais pas vraiment à fond. Tu vois, j'ai pas fait de BDE, j'ai été soutien de plusieurs listes, je crois, mais pas toujours celle qui gagnait d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais franchement, je garde des super bons souvenirs des sacs. Et d'ailleurs, des potes que je me suis fait là-bas, ça reste mes meilleurs potes. Super potes. Ouais.